On repart les amis, on repart donc. Alors, on repart avec Édouard. Tu as une idée saugrenue de donner un numéro de SIRET, c'est ça, à tous les citoyens quand ils ont 18 ans. Absolument, d'attribuer automatiquement un numéro de SIRET à tous les citoyens qui ont l'âge de 18 ans, comme on leur donne un numéro de sécu. Et l'idée, c'est de libérer les initiatives et de dire tous auto-entrepreneurs. Et c'est quoi la motivation derrière ça? La motivation, elle est multiple. D'une part, c'est de dire aux gens... Donc attends, numéro de SIRET, mais parce que numéro de SIRET, ça voudrait dire que son entreprise est prête, en fait. Voilà, il lui suffit juste de cliquer. Et 11 clics manquants. Voilà, non, même pas 11, il a déjà le numéro de SIRET, voilà, donc j'imagine qu'il y en a encore moins, là. Voilà. Sur 12, il en resterait 11. Voilà. Ouais, voilà. Mais en tout cas, de libéraliser l'initiative et de dire, voilà, un étudiant qui est, par exemple, je sais pas, moi, qui est en train de devenir paysagiste, c'est de lui dire, le week-end, justement, fais tes 12 heures d'auto-entreprise et puis fais-les de manière structurée, pond des factures. Celui qui est étudiant en informatique, de lui dire, voilà, fais des sites web, fais des applis mobiles. Moi, je vois bien les salariés chez le voisin, j'en ai quelques-uns qui sont assez jeunes, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, ils sont salariés chez moi, mais le week-end, ils produisent des factures, ils sont auto-entrepreneurs, ils font des sites, des applis mobiles. Ça leur donne un niveau de maturité. Ils ont 20, 22 ans, enfin, ils sont un peu plus âgés chez moi, mais enfin, ils produisent des factures. Je trouve ça assez remarquable. Ça casse un peu le mythe de l'entreprise. Ça encourage l'initiative. Vous disiez tout à l'heure que les gens qui s'adonnent à cette activité à temps plein, donc à peu près 1 million de personnes, ils sont tous au seuil. Ces gens qui sont au seuil, demain, c'est des gens qui vont basculer sur de la structure plus conséquente, de la SARL, enfin de l'entreprise, qui vont eux-mêmes créer de la richesse, qui vont créer des emplois. C'est un cercle extrêmement vertueux. Et moi, j'y vois aussi un autre avantage, c'est que en France, moi je dis souvent, on a un problème, c'est que on déteste les gens qui réussissent, mais on ne supporte pas ceux qui échouent. Vous le disiez tout à l'heure, quand on plante une boîte... Quand on plante une boîte, après, c'est interdit bancaire. Je crois que c'est moins vrai, ça. Alors d'abord, l'interdit bancaire, c'est fini. C'est quand même excessivement... C'est quand même encore dans les mœurs, c'est de dire, planter une boîte, il y a la pression de réussir économiquement, etc. Mais il y a aussi la pression sociale de dire... Comment ça va se passer? Et moi, je pense qu'il faut absolument réconcilier tout le monde par rapport à ça et de dire, voilà, on met tout le monde sur un pied d'égalité, on attribue un numéro de SIRET, on encourage les initiatives, quel que soit le domaine d'activité. Je pense que ça va réconcilier les gens avec le succès, avec l'échec, ça va encourager l'initiative, ça va créer des boîtes de qui vont eux-mêmes créer des emplois. Moi, j'y vois énormément d'effets positifs. Qu'est-ce que tu en penses, François, de cette idée? C'est intéressant, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Spontanément, j'ai envie de dire, je suis évidemment pour. Évidemment pour. Je vais mettre même si c'est un gadget avec lequel les gars vont jouer, quoi. Vas-y. Alors, je vais mettre 2 petites réserves. La première, c'est que je ne voudrais pas que l'on imagine, comme certains se plaisent à nous le rappeler, que le régime de l'auto-entrepreneur, c'est un machin à part des autres régimes entrepreneuriaux. Mmh. Parce que finalement, on crée une exception. Mais c'est une première marche. Et pour beaucoup, c'est une exception. Et donc, puisque c'est une exception, imaginons qu'elle ne soit qu'à durée limitée. Et ce sont tous les tenants que nous entendons en permanence, de gens qui disent qu'il faut limiter à 3 ans le régime de l'auto-entrepreneur, limiter à ci, limiter à ça. On veut le caper dans tous les sens. Donc j'ai envie de dire, je suis pour, mais avec ces petites réserves-là. La deuxième, c'est que si jamais on fait ça, alors là, la statistique va être franchement brouillée. Parce qu'entre tous ceux qui auront un numéro SIRET, bien sûr, et tous ceux qui travailleront pas, qui factureront... On s'en fout de la statistique, François. Ah ben non, la preuve que non. Elle intéresse que toi, la statistique. Non, parce que le premier argument que tu donnes, c'est qu'il y en a 18% qui sont sous... C'est pas le premier argument que j'ai donné, non, je l'ai signalé comme ça en passant. Non, voilà. Mais la statistique est utile pour savoir qui travaille comment. L'INSEE trouvera bien un moyen de... Peut-être. Mais alors ça c'est mon deuxième point. Ensuite, le troisième point, je suis évidemment pour spontanément, avec encore l'idée qu'on va lui donner un numéro SIRET. Oui, mais après ça, il va falloir qu'il s'inscrive. Il va falloir qu'à un moment donné, il dise ce qu'il veut faire, s'il a des enfants, il le fait où, etc. Donc, on va lui reposer quand même les mêmes questions. Donc, il aura un numéro SIRET, chic, bravo, mais on va lui reposer aussi en fait plein d'autres choses. Est-ce que c'est utile de lui donner un numéro SIRET tout de suite? Pourquoi pas? Bon, et tu vois, il n'est pas fan de ton truc. Non, je suis pas. Non, moi, j'ai trouvé une image en gros. En revanche, là où tout le monde fait du vélo, et puis certains deviendront coureurs cyclistes, tu vois. Mais au moins, tout le monde fait du vélo, quoi. Là où je suis fan, c'est l'idée que
on peut élargir assez sensiblement la cible de ceux qui peuvent travailler. Exemple, on pourrait imaginer, grâce à ça, que celui qui, un peu par hasard et fortuitement, il est étudiant, il a 18 ans, il veut tondre une pelouse, il peut gagner 20 balles ou 30, eh ben il peut le faire. Exactement. Et il le fait dans la légalité. Aujourd'hui, la plupart le font, mais comme ça. Et on le sait tous. Donc en réalité, ça couvrira ce champ-là. Et après, le fait de dire qu'attribuer un numéro de SIRET à 100% de ces jeunes de 18 ans, imaginez que 100% des jeunes vont exploiter Bien sûr que non. cette opportunité, c'est utopiste. Bien sûr. Personne n'y croit, et moi le premier. En revanche, si on a déjà 10-15% des jeunes qui mettent le pied à l'étrier, et parce que moi je le vois pas comme un régime d'exception, je le vois plus comme le premier barreau de l'échelle, qui permet éventuellement d'en monter d'autres, et puis demain de créer de plus en plus d'entreprises, etc. Donc c'est un moyen de progresser en limitant les risques, en limitant les investissements. Ouais. C'est quand même un dispositif qui est formidable. Emmanuel, Emmanuel. Moi sur ce point-là, je trouve l'idée évidemment intéressante, mais elle touche obligatoirement quelque chose qu'il faudrait vraiment changer à l'école. C'est justement l'enseignement de l'économie et de l'entrepreneuriat. Oula. Et oui, mais parce que si vous donnez aujourd'hui, demain matin, le ticket SIRET à la sortie à 18 ans, je regarde ça et moi je ne sais même pas vaguement ce que c'est qu'une entreprise. Déjà, donc alors. Mais si, Emmanuel, ils savent. Écoute, parce que les gars autour d'eux en font. Oui, non, mais ils savent. Non, mais là, tu parles d'une. Là, c'est pas vrai. Tu parles d'une certaine catégorie de gens qui sont plus ou moins, j'allais dire, dans le mood, parce que familialement, parce que ceci, cela, parce que il y a des tas de raisons d'être informés, etc. Mais globalement, il faudrait que ce soit vaguement intégré quand même à notre cursus de formation où encore une fois, je reviens sur Uber, mais Uber, premier employeur de Seine-Saint-Denis. Donc, même dans des endroits où peut-être que tu n'imagines pas qu'il y a une culture économique profonde, ça y est, ils savent très bien ce que c'est que de bosser, d'émettre une facture. Non, mais c'est juste sur la perception de l'entreprise. Non, c'est juste sur la perception de l'entreprise. Oui, mais la perception de l'entreprise, ça serait pas mal qu'elle soit davantage intégrée quand même dans le cursus scolaire et universitaire. Et là, ce que je trouve génial avec l'idée d'Édouard, c'est que c'est l'État, d'une certaine manière, qui dit « Mais oui, mon vieux, vas-y ». Voilà, t'as 18 ans, tiens, il y a ça, c'est une porte d'entrée vers quelque chose, un monde radicalement nouveau, voilà. Et comme lutte contre le travail au noir pour les petits jobs, depuis la babysitter en passant par la tonte du jardin, c'est intéressant, ça donnera un numéro de sécu, l'État prend soin de toi, t'as un numéro de SIRET, tu dois prendre un peu de risque aussi pour nourrir tout ça. Il y a deux choses, et puis je vais mettre un peu les pieds dans le plat Uber. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des chiffres de 90% de gens qui ne déclarent pas ? La question est assez simple, hein. On le sait tous. Parce qu'ils n'avaient pas compris que Uber remontait au fisc. Non, parce que la voiture tourne 24/24, mais qu'il n'y a qu'un seul driver inscrit. C'est tout le problème. Ah, oui. Mais bien sûr que c'est ça. Oui, bah oui, et alors, non, c'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème ? Uber sait que la voiture tourne. Et alors, c'est pas un... Donc il déclare. Il déclare il ne peut pas déclarer une voiture qui tourne 24/24, c'est pas possible. Mais non, parce que c'est réglementé, c'est une profession réglementée. Attention, c'est pas Uber Pop, la fameuse activité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour revenir à une autre proposition qui, je pense, devrait faire sens dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait permettre aux indépendants, aux tout petits indépendants, de travailler ensemble. Oui. Et ça, on ne sait pas le faire. Il n'y a aucun dispositif juridique. Raconte-moi ça, alors, par exemple. D'abord, quand on est un indépendant, et surtout quand on est un auto-entrepreneur, on est tout seul. Ouais. On est tout seul, alors sa zone de chalandise, c'est ses voisins, son immeuble et ses copains. Okay. Et c'est 10 doigts. Hein, et c'est 10 doigts, c'est vrai. Non, alors vas-y, dis-moi ce que c'est quoi un regroupement. Et au-delà de ça, il faudrait permettre à des indépendants qui ont des activités ultra complémentaires de travailler ensemble, en construisant des structures juridiques qui ne soient pas le groupement d'intérêt économique dont on sait pertinemment qu'il est une usine à gaz et qui ne marchera jamais pour eux. Donc en réalité, c'est leur permettre de faire des formes d'association d'indépendants pour justement répondre à des demandes contractuelles.
C'est extrêmement important parce que je pense qu'il y a des vraies demandes. Et il reste, Surtout qu'il y a un le vrai temps besoin. tourne très vite. Il y a un vrai besoin là-dessus. Nous, on le voit juste en une phrase, on le voit sur Allo Voisin avec tous nos autres entrepreneurs. Ils ne peuvent pas répondre à l'ensemble des demandes qui leur sont faites, ou alors ils sont... celui qui est électricien, à un moment donné, il a aussi besoin d'un plombier. Et là, il dit, mais j'ai pas le plombier. Donc du coup, je ne peux pas prendre le chantier ou je ne peux pas servir mon client comme je voudrais. Et voilà. Et c'est un vrai problème. Et après, il y a aussi la dimension de la solitude de l'entrepreneur, parce que ce sont des entrepreneurs. Et c'est vrai que le fait de les mettre en relation, de les mettre en réseau, et c'est vrai, on ne sait pas le faire. Et il y a un besoin, il y a un vrai besoin par rapport à ça. Les juristes réfléchissent à ça. Encore un truc supplémentaire. C'est vrai qu'on n'en avait pas assez. T'avais pas assez de Et boulot. c'est vrai qu'il fallait T'avais pas assez de boulot. Et les plateformes. Attendez, parce que je voudrais qu'on parle quand même, le quart d'heure qui reste, sur l'entreprise classique et la façon dont aujourd'hui, alors il se trouve que j'anime avec une plateforme qui s'appelle freelance.com un cercle de, soit des acheteurs, soit des responsables ressources humaines de grandes entreprises qui s'interrogent sur l'open talent, c'est comme ça qu'on l'appelle, et sur la façon dont on agrège des talents extérieurs au gré des missions. Emmanuel, tu es venu discuter avec nous pendant une matinée. Comment est-ce que tu perçois ce mouvement-là ? Je crois qu'il y en a une page entière dans les Échos d'ailleurs aujourd'hui, quelque chose qui se passe. L'INSEE continue à dire que non, en fait, c'est pas si significatif que ça. Et pourtant, on voit bien que les grandes entreprises sont très intéressées par l'ensemble de ces dispositifs, que ce soit d'ailleurs pour gérer leur propre sureffectif en interne parfois et donner des portes de sortie passionnantes à des gens dont on ne sait plus trop quoi faire, soit pour agréger des talents au fur et à mesure des missions qu'elles ont à leur confier. Oui, il n'y a aucun doute que en parallèle finalement du secteur de la mobilité, qui rejoint les VTC et voilà. raison. De l'autre côté, alors c'est pas, dans un autre côté, on a des plateformes de mise en relation autour de la figure du freelance. Et ce sont des gens qui sont davantage orientés vers des activités à forte valeur ajoutée intellectuelle et technique, essentiellement technique. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme d'habitude, le phénomène du numérique ne vient pas créer véritablement ex nihilo un phénomène, il l'amplifie. Et dans le secteur notamment de la technologie, des jobs, enfin des missions qui tournent autour justement de l'introduction de la technologie chez autrui en plus, ce sont des personnes qui depuis très longtemps ne rêvaient plus du CDI 9h-5h. Depuis très longtemps, ça fait au moins 10-15 ans. Donc on a eu les ESN qui se sont développés, etc. Et lesquelles ESN elles-mêmes avaient du mal à étoffer leurs équipes parce que ces sachants-là, un peu jaloux de leur savoir, se disent qu'il n'y a pas de raison de se consacrer chez un seul client et que pour l'intérêt même du boulot, c'est Mais c'est ça, c'est l'intérêt du boulot en fait. En réalité, là pour le coup, l'initiative et l'imputabilité, à la différence peut-être d'autres secteurs, vient véritablement des acteurs, c'est-à-dire de ces gens-là qui ne sont plus employables sous CDI en quelque sorte, pour faire résumer. Et donc, le surgissement du numérique et des plateformes en ce sens, avec cette collection de clients et de missions potentielles ainsi proposées, leur rend la vie formidable. Et ça, c'est du côté du pourvoyeur de services. Donc, il est, lui, très favorablement intéressé par ce statut et par, dans le fond, tout ce que vous indiquiez autour de ce que recherche le sens, etc. Et ce que recherche maintenant la place du travail dans la construction d'une vie, et notamment pour ces personnes-là qui peuvent vendre leurs services en plus cher. Ouais, c'est un élément très important aussi dans notre présentation. Mais peut-être moins important que le défi. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est un nouveau défi technique à relever. Et en plus, ça les ou un nouveau défi de création à relever. Et ça les éclate. C'est l'idée de s'investir pleinement dans une mission qui ne dure pas 100 ans, mais parce qu'il y a un début, une fin, un objectif. Et puis, en plus, ça leur donne une richesse d'expérience formidable. Et cela permet d'attiser, par surcroît, leurs prétentions financières, ce qui est très bon pour le business personnel. De l'autre côté, les entreprises, ce sont les clientes, et les clientes, elles se sont trouvées confrontées avec le temps, d'une part, à la raréfaction de ces salariés-là, puisque je viens d'expliquer le phénomène, et d'autre part, se sont trouvées intéressées, finalement, effectivement, à ce développement de création et de proposition de missions, puisque ce sont elles, les entreprises, qui désormais fournissent et proposent ces missions techniques ou
ou de recherche ou de mission même parfois à vocation artistique, mais enfin en tout cas sous forme de mission, c'est-à-dire one shot en quelque sorte. Ouais. Et donc forcément ça marche du tonnerre en quelque sorte. Alors évidemment quand on est une très grande entreprise, on a plein de missions et on a c'est pas l'indépendant qui va permettre de résoudre toutes les questions, et donc on voit en effet, on assiste à quelque chose, à un phénomène effectivement où c'est pas un indépendant, c'est 2, c'est 10, c'est 15, exactement. etc. Et donc forcément là se pose la question du fonctionnement et des rapports entre l'entreprise et chacun. En effet, vous soulignez, messieurs, le caractère individuel, il est tout seul, et donc comme il est tout seul, il n'est pas un collectif, et s'il n'est pas un collectif, il est justement pas salarié d'entreprise, et donc c'est là où on rentre dans le complexe. Un truc passionnant. Et c'est passionnant parce qu'à la fois, pour moi, c'est vraiment l'illustration de notre époque. C'est-à-dire c'est une individualisation folle, mais en même temps dans l'envie de faire quelque chose. Oui, mais Emmanuel, il y a quand même quelque chose de... Il se trouve que c'est un grand patron qui m'a dit ça il y a 2 jours. Je lui fais confiance. Il me dit, donc, social-démocrate, tradition de gauche et tout, ils ne sont pas tant que ça, donc vous allez peut-être pouvoir l'identifier. Il me dit, il ne faut pas oublier qu'au début de l'ère industrielle, les patrons ont d'abord cherché à maintenir les ouvriers, notamment les ouvrières, chez elles. On a porté le tissu. Il ne faut surtout pas qu'elles se regroupent, parce que c'est si elles se regroupent qu'on va commencer à avoir des problèmes. Tu vois où je veux en venir ? Oui. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que, justement... Je ne connaissais pas cette... C'est intéressant. Intéressant. Il ne faudrait pas que... Justement... Moi, je connaissais la passion des patrons pour obtenir le salariat, précisément, en rentrant dans le code du travail, pour les avoir sous la main, etc. Parce que le problème de l'indépendant, c'est qu'il s'en va. Oui, mais au milieu du 19e siècle, quand tu n'as pas encore de syndicats, etc. et tout, non, mais surtout, maintenons-les justement un peu isolés, un peu chez eux, un peu, etc. Et ça va tourner beaucoup mieux. Et on voit bien, là, le phénomène, façon, la réflexion qu'on peut avoir, le sens très intéressante sur la façon dont tout ça pourrait évoluer et dont on pourrait arrêter, c'est le mot qu'il employait, qu'on pourrait arrêter de faire société. Il dit, pour moi, c'est important dans l'entreprise de faire société. Et oui, c'est le problème des collectifs. Et alors, à cela s'ajoute tout simplement le télétravail massif, exactement, dont on parlait il y a 1 an, il y a 2 ans, et dont on parle encore, et dont on reparlera nécessairement. Là, pour le coup, la cohésion sociale est un vrai sujet, et il n'y a pas besoin de mobiliser la figure de l'indépendant pour se poser la question. On est confronté à ce que tu évoques là, et ce, dans l'univers du salariat. Donc, c'est encore plus intéressant en termes d'évolution. Challenging. Et alors, d'un côté, on a la communauté salariée qui a des sujets vis-à-vis de cette cohésion compte tenu du télétravail et des frontières avec le travail isolé ou pas. Puis de l'autre côté, du côté des plateformes, par exemple, on a inventé, c'est la voie française, l'idée d'un dialogue social raffermi entre tous ces participants qui sont indépendants en quelque sorte pour discuter avec les plateformes. Donc on voit bien que c'est toujours les mêmes outils en quelque sorte de comment faire en sorte de créer des collectifs, fussent-ils indépendants à la base. Alors Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, a été chargé d'un rapport et puis même il a rédigé un amendement sur justement le statut et la façon dont le dialogue social pourrait évoluer dans ce qu'on vient de décrire. Et lui dit, il ne faut surtout pas de tiers-statut, surtout pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ça, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord, entre le salarié et l'indépendant, surtout pas de tiers-statut. Et il faut en fait que ces indépendants eux-mêmes créent leur propre structure syndicale et leur propre structure de dialogue. François, comment est-ce que tu vois cette question qui me semble centrale là dans les 5 minutes qui nous restent? Le tiers-statut, évidemment, ça c'est non. La vraie question, et ce que je ne souhaiterais pas moi, c'est que on crée un régime d'exception de plus ou une exception de plus. En réalité, la difficulté, c'est qu'on va s'adresser à une population d'indépendants à qui l'on va dire on va vous organiser, on va faire des élections, vous allez faire un dialogue social, etc. Bravo, bravo. Mais ces indépendants, allez, tout mouillés, ils sont 100 000. Ils sont 100 000. Ouais. Il y en a 2 600 000 autres. La vraie question... Mais pourquoi ces indépendants, mais ça peut aussi concerner tes auto-entrepreneurs aujourd'hui. Le texte prévoit que ça ne se limite qu'aux indépendants de la mobilité et qu'aux travailleurs des plateformes. C'est ça que je regrette. Donc je suis pour si c'est... On a mis un coin dans la porte mais et pas ça si poussera. Voilà, je suis contre si ça devient un régime spécial qui, dans 20 ans, on nous dira mais comment on va détricoter ce machin parce qu'en fait, on ne peut pas y arriver alors qu'il faudra recréer des élections partout ailleurs. Parce que la vraie question, c'est que si on veut faire, et on revient au débat,
Si on veut faire de la prévoyance, il va falloir faire un dialogue social. Si on veut faire un dialogue social, il faut augmenter les cotismes, mais il faudra aussi donner en échange. Ça veut dire qu'il va falloir faire une discussion. Pour que cette discussion ait lieu, il faut qu'il y ait des représentants. Et ces représentants, il va bien falloir les élire. Et on retombe sur le même sujet. Cette population, ils sont 2 600 000, ils sont 11% de la population active, ne sont représentés nulle part. Et c'est ça la vraie difficulté du quinquennat futur, c'est comment on va représenter ces 10% ou 11% de la population active qui seront 15% demain. Ils ne sont ni des employeurs, ni des salariés. Alors ils sont où ? Il faut leur trouver une table. Édouard ? Je partage, et moi ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut éviter de recréer un régime à part pour en faire encore, vous parlez d'exception, ou en tout cas... Oui, je n'avais pas percuté que c'était que pour la mobilité. Ouais, tu refais un statut d'artisan taxi. Un régime spécial de plus. C'est ça. Moi je pense qu'il faut au contraire chercher à homogénéiser l'ensemble. Et donc l'ensemble des régimes, l'assurance chômage, etc. Je pense que moi la solution elle passe par là plutôt. Ouais, surtout que la vraie question à la fin des temps, c'est comment on harmonise et comment on fait passer au XXIe siècle notre protection sociale qui a été bâtie pour la civilisation de l'usine autour de la figure du salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée au même endroit. Et donc forcément, à partir de là, rien ne colle. Emmanuel, parce que même le titulaire du CDI, il n'est plus le même que celui des années 50. Emmanuel, t'as tout dit. Encore une fois, l'indépendant, il monte une SARL et il est au régime général de la sécurité sociale. Ou pas, ça dépend ou pas, parce que s'il est majoritaire, il sera pas nécessairement salarié. Il y a mille et une façons. Dans la SASU, il est ou pas salarié. Il peut être salarié de sa SASU aussi. Donc en fait, on ne sait plus trop bien de quoi on parle, parce qu'il serait indépendant, il est tout seul, mais il peut être salarié avec des bulletins de paie. Ceux qui montent des SASU, c'est rarement pour se salarier. D'accord, mais en l'espèce, il peut le faire. Enfin, je veux dire, en espèce, il pourrait le faire. Le péché originel, c'est qu'on a accroché la protection sociale au statut. Oui, c'est ça. Elle n'est pas accrochée à l'individu. Elle n'est pas universelle, elle est accrochée au statut. Donc du coup, il faut renverser la table de 1945. Ça, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. On va sortir le Conseil national de la résistance. Mais c'est ça le problème. C'est basé sur la retraite. C'est le même débat en plus grand si on touche au travail. C'est le même débat. Et c'est pour ça qu'il y a autant et particulièrement en France, je crois, une exaspération, ou plutôt une espèce d'exacerbation de cette polémique de ces travailleurs, parce que c'est en soi une sorte d'irritant qui vient remettre en cause et qui est un caillou dans la chaussure de tout le système, de l'entier système. Et pas uniquement sans des personne, employeurs, des salariés, de tout le monde. Qu'est-ce qu'un employeur, qu'est-ce qu'un salarié, qu'est-ce qu'une employée. C'est-à-dire qu'ils offrent la solution dont tout le monde a besoin, mais on ne sait pas comment les rentrer dans l'ensemble de notre système. Ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans 1945. Mais non. La civilisation de l'usine et le salariat que tu décrivais. Et c'est ça le problème. C'est pas grave, mais c'est difficile. C'est pas grave, enfin il va falloir renverser la table. Ça va être difficile. C'est donc parce au cas de s'adapter au monde d'aujourd'hui et non l'inverse. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on a tendance à vouloir faire l'inverse. Puis là, on a des murs, nous, puis ils sont solides. Ouf, c'est des gros murs. Très, très gros murs. Mais tu en as défoncé tellement. Oui, très, très gros murs. Très gros murs. Bon, tout ça est très intéressant. C'est passionnant. Non, on n'a pas le temps, j'allais dire. Mais est-ce que le portage salarial, mais on n'a pas le temps de partir sur le... Mais effectivement, seulement 100 000 salariés portés, après tout ce qu'on vient de décrire et de raconter comme mutation, j'étais très surpris par ce chiffre. Et en même temps... je pense que la vraie question qui va se poser dans les prochains mois ou les prochaines années, rapidement, c'est la question de l'intérim. Est-ce que l'intérim va prendre l'indépendant comme une source, comme une véritable ressource, ou est-ce qu'on continuera... Ou est-ce que l'indépendant va balayer l'intérim? Mais c'est ça, là, pour moi, c'est une vraie question. Elle n'est pas tranchée. Elle n'est pas tranchée, celle-là. Merci infiniment de cette discussion formidable. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart.